Donc, bonjour à tous, Sophie Pouvreau, juriste à la FNOJEC. Donc, on est là aujourd'hui pour le dernier bonus de la série, de la web-série sur l'énergie. Donc, bonus qui est consacré en fait aux consommations d'énergie à déclarer annuellement sur la plateforme Opérate. Donc, comme pour les précédents bonus, en fait, je suis accompagnée pour cette présentation de Gwenaël Jean, associé fondateur de la société Géon, qui va s'occuper de vous présenter ce support sur la déclaration des consommations sur la plateforme Opérate. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, je me présente, Gwenaël Jean. Je voulais juste vérifier si vous n'avez pas d'écho, vous entendez bien? Tout est OK? Parfait. Je suis avec Alexandra Leclerc, directrice de projet chez Géon. Voilà, ah oui, vous l'avez en double. Parfait. Et donc, nous allons vous faire, donc pour le webinaire d'aujourd'hui, des éléments de précision sur les reports de consommation à faire chaque année. Donc voilà, le fait de, à la fois évidemment un petit rappel sur les consommations, la façon dont on les reporte chaque année, aussi pour les années 2020 et 2021, et puis aussi tout simplement la façon dont elles vont être reportées pour les années suivantes. Alors, pour rappel, donc le décret tertiaire, c'est voilà, une traduction de la stratégie bas carbone, des enjeux des accords de Paris, qui sont applicables donc au secteur immobilier tertiaire, tout type d'équipement tertiaire confondu en France, et donc qui consiste à faire des réductions des économies d'énergie. Dans ce cadre-là, l'outil mis à disposition est l'outil donc Opéra, un outil en ligne, qui va automatiquement caler soit sur un objectif en valeur relative, donc comparé à une consommation de référence dans le passé, choisi entre 2010 et 2019, soit un objectif en valeur absolue, défini par des arrêtés valeur absolue, parce qu'évidemment, il y a de nombreux bâtiments qui atteignent déjà des niveaux de consommation suffisamment bas, notamment les bâtiments qui sont particulièrement récents. Alors, souvent, on se pose la question s'il faut choisir l'objectif en valeur absolue ou en valeur relative. Donc, pour rappel, l'outil choisira automatiquement cet objectif. On évoquait juste avant le webinaire le fait que l'outil est un peu frustrant encore à ce stade aujourd'hui parce qu'il ne nous donne pas de synthèse de ce qu'on fait. Il ne nous permet pas de savoir exactement où on en est. Alors, c'est pour cette raison que, avec la FNOJEC, on a mis à disposition un premier outil pour pouvoir se comparer à la valeur relative. Donc, c'est un outil Excel qui a été mis à disposition et qui va continuer à s'améliorer aussi pour permettre aux établissements de se comparer aussi aux valeurs absolues, donc début 2023, puisque donc les valeurs absolues sont définies selon les différents usages, les différentes catégories d'usage. Donc en fait, le fichier Excel, si vous avez déjà vu le fichier Excel qui est proposé pour la FNOJEC pour pouvoir établir votre année de référence, donc la méthode relative, on a eu des retours comme quoi il y avait des petits soucis, donc merci pour les retours, on les prend bien en compte, ça sera mis à jour donc pour la début 2023 et demi 2023, vous aurez également la méthode absolue, donc vous pourrez avoir les deux valeurs entre la méthode relative ou la méthode absolue, comme ça vous pourrez positionner votre établissement. Alors, on vous rassure sur la date, parce qu'on dit début 2023. Oui, c'est pour l'outil, je dis pour l'outil. Voilà, pour l'outil. Je parle pas de la date, je Voilà, parle de l'outil. si vous n'avez pas déclaré l'année de référence au 31 décembre, il y a quand même une certaine souplesse et si vous le faites assez rapidement en courant de début d'année, ça ne posera pas de problème. Donc, si vous préférez attendre la finalisation de cet outil, voilà, je vous invite à patienter un petit peu. De façon principale, c'est déjà que vous recensiez toutes vos consommations comme on va pouvoir le voir. Exactement. Et puis, voilà, simplement commencer à utiliser le compte, commencer à utiliser l'outil. Ça permet de se familiariser. Et effectivement, on voit beaucoup d'établissements et puis beaucoup de types de bâtiments tertiaires divers et variés qui vont encore prendre un petit peu leur temps. Donc, on sait qu'on a une marge de tolérance aussi assez large sur au moins le premier semestre 2023. Alors, ensuite, donc pour rappel, souvent, quand on commence à analyser ses consommations, voilà, on récupère des factures d'électricité, de gaz, de fuel éventuellement. Et puis, on a du mal à voir déjà si on a un bâtiment si on a un établissement qui consomme beaucoup ou pas. Donc ça, c'est juste une illustration d'un exemple de valeur absolue. Les valeurs absolues données par arrêté, par décret et arrêté par le ministère sont données par catégorie et aussi par zone climatique, puisqu'évidemment,
un établissement situé en altitude dans les Alpes va consommer beaucoup plus de chauffage qu'un établissement qui va être situé près de la côte méditerranéenne. Donc, il y a des catégories, des seuils qui sont définis selon les zones climatiques. Et donc, à titre de moyenne et d'exemple, sur la région ouest, par exemple à Rennes, un collège va avoir un objectif en valeur absolue de l'ordre de 94 kWh par mètre carré par an. Donc, toutes les consommations sont ramenées pour comparaison par mètre carré et par an. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur pour les consommations. Alors, comment fait-on pour renseigner ces consommations? Alors bon, d'abord, donc dans l'outil, quand on renseigne une consommation, on doit toujours définir l'année à laquelle elle s'applique. Donc, il est nécessaire de saisir les années 2021, 2020, et puis donc l'année de référence. Cette saisie d'année de référence doit se faire forcément après la saisie des années 2021 et 2020, ça c'est ce que l'outil impose. Et puis donc l'année prochaine, donc normalement avant le 30 septembre 2023, vous devrez saisir aussi l'année 2022. Avant 30 septembre 2024, vous devrez saisir l'année 2023, etc., etc., un peu comme les impôts. Je fais toujours le parallèle fréquemment. Et donc, chaque année, dans ce renseignement annuel, hein, le fait que vous allez devoir renseigner cet outil de manière annuelle, il y a donc des consommations évidemment qui sont rentrées et on doit aussi y rentrer des catégories d'activités et de sous-activités, c'est-à-dire les usages qu'il y a dans l'établissement. La plupart du temps, un établissement scolaire va garder des usages relativement constants, mais lorsqu'il y a des changements d'usage ou aussi des changements de surface, c'est dans ces déclarations annuelles que vous allez pouvoir éventuellement faire des modifications. S'il y a un local qui était vacant et qui ne l'est plus, vous allez avoir ces informations qui sont renseignées. Inversement, s'il y a une extension de bâtiment, vous allez pouvoir renseigner ces informations-là, voilà, par rapport aux usages. La station météo est aussi renseignée. Bon, celle-là, en principe, elle ne change pas. Et puis, des éventuels indicateurs d'intensité d'usage peuvent être également renseignés selon les années. Alors, c'est vraiment lorsque il y a, pour le scolaire spécifiquement, hein, des durées d'ouverture qui sont largement supérieures à ce que dit l'étalon. Donc, l'étalon classique, évidemment, c'est qu'un établissement scolaire soit utilisé durant la période scolaire. Donc, pas pendant les week-ends, pas pendant les vacances scolaires et les vacances d'été. Si jamais il y a tout ou partie de certaines salles, de certains bâtiments qui sont utilisés significativement hors période scolaire, il est possible de renseigner donc des valeurs d'intensité d'usage pour pouvoir dire mon établissement, il va être utilisé par exemple 1000 heures de plus que les durées habituelles. Voilà, c'est des valeurs d'intensité d'usage qui sont renseignées en heures sur l'année. Quand on doit renseigner les différentes catégories, ces catégories en fait indiquent les différents usages des établissements. Et donc voilà un extrait des principales catégories que vous serez amené à saisir sur Opera. Donc évidemment, il y a une catégorie qui s'appelle local vacant, donc qui correspond vraiment à des locaux qui ne sont ni chauffés ni éclairés. C'est important, vraiment pas du tout utilisé. Les espaces petite enfance. Ensuite, les espaces d'enseignement primaire, donc ça intègre maternelle et élémentaire. Et c'est là-dedans qu'il faudra en principe saisir des surfaces, donc des surfaces de plancher, qui correspondent à ces différents usages, donc des salles plutôt maternelles, des salles plutôt primaires, et ensuite des salles multi-activités périscolaires. Alors, il ne faut pas, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'êtes pas sur quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement détaillé, déjà parce que, les seuils qui sont donnés par le ministère sur ces différents types de catégories ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sont quand même très 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 proches, hein. Donc il n'y a pas non plus de drame par rapport à ça. Si jamais il y a si vous faites des rapprochements, si vous essayez de simplifier au maximum votre saisie et que vous vous permettez par exemple d'avoir une salle multi-activité, si elle est si elle est toute petite et qu'elle fait partie d'une école maternelle, vous n'êtes pas forcément obligé de la distinguer. Donc, on va dire que cette classification-là va surtout, par la suite, éventuellement pouvoir être affinée, et notamment, il sera utile par la suite lorsqu'il y a éventuellement des sous-comptages, des sous-compteurs que vous pourriez mettre en place dans les années ou les décennies à venir, hein. On n'est pas non plus, on sait très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain sur ces sujets. Dans le secondaire, on est dans le même principe. Ce serait extrêmement fastidieux, évidemment, de saisir des types
voilà, par rapport aux catégories qui sont assez fines, on sait qu'il peut y avoir évidemment parfois des espaces qui sont mutualisés entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même créé des sous-catégories au niveau des salles de travaux pratiques, notamment qui couvrent toutes les différentes séries de lycées professionnels ou techniques, donc qui permettent quand même de, a priori, ouvrir certaines souplesses, une certaine largesse pour pouvoir prendre en compte les établissements, les lycées qui ont des salles qui peuvent consommer plus d'énergie que, évidemment, des simples salles de classe. Donc, par exemple, pour les lycées hôteliers, pour des lycées techniques qui ont des équipements techniques assez importants, également pour les lycées agricoles. Donc, voilà, il y a cette classification-là. Évidemment, il est important de quand même bien distinguer entre les espaces bureaux administratifs et les espaces, par exemple aussi internats, les espaces de cours. Et il y a donc d'autres catégories ensuite pour les espaces éventuellement d'hébergement. S'il y a des espaces type foyer, alors je ne parle pas de logement, là, je parle bien d'espaces éventuellement d'hébergement, parce qu'il y a parfois des foyers d'accueil. Ensuite, les espaces de restauration scolaire, donc lorsqu'il y a voilà, les cantines, donc là qui font l'objet d'une catégorie à part. Et puis donc les espaces de sport, lorsqu'il y a donc des gymnases, on qualifiera plutôt de salles de sport collectif. Sachant que donc, voilà, par rapport à ces différentes catégories, il faut avoir en tête que vous serez amené à renseigner, si possible, les surfaces. Et donc, si vous n'avez pas une idée précise des surfaces, ben, tant pis, vous pouvez rester quand même sur des valeurs assez générales. Et la consommation que vous rentrerez, elle, est globale, hein, elle n'est pas encore nécessaire de renseigner les consommations, évidemment, par catégorie, sinon ce serait très compliqué. Il faudrait énormément de sous-compteurs. Il y a des questions assez fréquentes sur ces catégories. Par exemple, dans quelle catégorie doit-on mettre les chaufferies? Donc, les chaufferies, c'est des locaux techniques. Normalement, les locaux techniques sont des locaux qui sont non assujettis et non compris dans les surfaces de plancher. Normalement, vous n'avez pas à prendre en compte ces locaux qui sont purement techniques. Lorsqu'il y a des bureaux, vous pouvez, parce que c'est juste un bureau isolé, éventuellement le rapprocher avec les espaces d'enseignement, mais effectivement, s'il commence à y avoir plusieurs bureaux administratifs, vous pouvez donc les renseigner dans la catégorie bureau, hein, qui est prévue, la sous-catégorie bureau. Il y a des questions sur les cartableries, les circulations, les sanitaires. Donc par facilité, ça va être plus simple de les englober dans la catégorie salle d'enseignement globale. Parce qu'effectivement, là-dessus, les précisions ne sont pas excessivement claires, hein. En principe, il n'y a pas de catégorie spéciale circulation. Donc, normalement, vous pouvez prendre vraiment la zone dans son ensemble pour qualifier ces espaces un peu secondaires que sont des circulations, les espaces sanitaires, les cartableries. Et puis, là, souvent, dans ces espaces, il n'y a pas beaucoup de chauffage, il n'y a pas forcément des quantités astronomiques de consommation de chauffage. Lorsqu'il y a aussi donc des chambres froides, vous avez pu voir dans la catégorie restauration, il y a donc une sous-catégorie qui s'appelle réserve et ou meubles froids. Donc, selon que ce soit du froid négatif ou du froid positif. Donc, ça veut dire aussi que le dispositif va prendre en compte des équipements qui vont forcément occasionner des consommations plus importantes. Et enfin, pour compléter sur quelques petites questions de chauffage et refroidissement, je parle sous le contrôle d'Alexandra sur les sujets, parce que certaines personnes ont pu demander déjà comment savoir lorsqu'on doit cocher, lorsque des espaces vont être chauffés ou refroidis. Alors, il faut savoir que dans l'immense majorité des cas, les établissements scolaires sont chauffés et sont assez rarement refroidis, sauf lorsqu'il y a éventuellement quelques salles qui ont des besoins spécifiques. Alors, ça peut être certaines salles informatiques, certaines salles de restauration qui nécessitent d'avoir des températures maîtrisées, certains auditoriums ou des salles type amphithéâtre avec beaucoup de personnes qui parfois sont climatisées, donc qui dit refroidissement ni climatisation. Donc les équipements chauffage classiques, on peut voir évidemment les radiateurs, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça ressemble. Les plafonds rayonnants peuvent arriver de plus en plus maintenant sur des établissements scolaires assez récents. Et puis, il peut y avoir aussi de plus en plus éventuellement d'équipements un peu plus techniques qui vont consister à avoir donc des ventiloconvecteurs, hein, donc ces appareils
qui ont des batteries donc, voilà, qui chauffent éventuellement et qui aussi soufflent de l'air dans les pièces. Souvent, ils peuvent être encastrés en plafond. On peut aussi en retrouver sous les fenêtres en allège ou fixés au mur. Et donc, ils sont souvent associés à une pulsion d'air assurée par des centrales de traitement d'air. Et effectivement, il peut y avoir, soit dans ces ventiloconvecteurs, soit dans la centrale de traitement d'air, des éléments chauffants, des batteries, qui vont faire chauffer l'air de telle sorte que l'air amené dans les pièces, dans les salles de classe ou dans d'autres espaces soit préchauffé. Donc là, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a du chauffage dans ces pièces selon différents modes de production. Et enfin, donc, comme on disait, dans certaines zones, il peut y avoir aussi des équipements de refroidissement. Donc, comme on disait, normalement, en principe, c'est rare, mais ça arrive. Donc, éventuellement, parfois, des plafonds rayonnants qui seraient réversibles, donc qui sont à la fois, produisent à la fois du chaud et du froid l'été. Et puis, donc, quand on voit parfois donc, des ventiloconvecteurs, comme ce qu'on voit souvent dans les commerces, dans les centres commerciaux, dans les magasins, soit donc fixés au mur, soit encastrés au plafond. Et surtout, quand on voit des unités extérieures, comme ce que vous pouvez voir tout en bas au milieu, avec aussi un thermostat dans la pièce qui permet de baisser la température, ça veut dire qu'il y a certains espaces qui sont refroidis. Donc évidemment, c'est des choses qui sont utilisées en été, qui permettent, on voit très significativement évidemment qu'en été, ils produisent du froid quand on les met en fonctionnement, donc on a un air particulièrement froid qui est mis. Donc là, quand on a face à ce genre de situation, même si c'est très 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 varié, là c'était pour vous donner quelques indications, quand certains espaces sont refroidis. On ne parle pas forcément tout à fait de climatisation. Alors la notion de climatisation, peut être un peu nuancé par rapport au refroidissement. Voilà, ce qui sous-entend, la climatisation, ça sous-entend en fait souvent que l'air est vraiment, la température est parfaitement contrôlée et donc on pense plus facilement à des bus ou à des voitures climatisées, alors que parfois, pour certains locaux, on va juste chercher à amener un peu de refroidissement ponctuel. Ça ne va pas suffire forcément pour atteindre une température parfaite dans les espaces, mais qui va quand même améliorer un peu le confort. Donc ça, c'est le chaud et le froid. Et en complément, donc tous les différents espaces sont équipés de systèmes de ventilation. Donc les systèmes de ventilation dans les établissements scolaires sont très, très, très variables. Évidemment, aujourd'hui, sur les établissements récents, on met en place des systèmes de climatisation, de ventilation, c'est-à-dire, je mélange, des systèmes de ventilation double flux qui amènent de l'air venant de l'extérieur dans les locaux. Donc le grand avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres et qu'on peut amener de l'air qui a une température un peu plus contrôlée. Donc ça, c'est le cas quand on a des centrales de traitement d'air. Et éventuellement, plus habituellement, quasi systématiquement, vous voyez souvent évidemment des extracteurs de ventilation dans les sanitaires, donc qui eux veulent se contenter d'aspirer l'air pour enlever l'humidité, pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui reste dans les locaux. Ces équipements de ventilation ne présagent pas du fait que les locaux soient chauffés ou refroidis. Donc c'est autre chose. Et le dispositif éco-énergie tertiaire ne vous demande pas de détails sur la façon dont les locaux sont ventilés et sur la façon dont ils sont éclairés. On considère que ça fait partie évidemment des consommations immobilières, mais on n'en est pas encore à ce niveau de finesse aujourd'hui au niveau de l'analyse. Donc ce qui est très important et impactant sur vos factures, vous le savez évidemment, c'est la partie chauffage. Et après, les économies de chauffage éventuellement peuvent être aidées grâce au système de ventilation, parce que ces systèmes de ventilation peuvent éviter éventuellement qu'il y ait trop de pertes de chaleur au niveau des locaux. Pour juste synthétiser, pour la question quand est-ce que je sais si je suis climatisée, tout simplement, c'est si vous pouvez donner une température de consigne, par exemple, je veux avoir 24 degrés l'été, vous êtes climatisé. Si vous n'avez aucun ustensile qui vous permet de dire je veux qu'il fasse telle température dans mon local l'été, par exemple, vous n'êtes tout simplement pas climatisé en fait. Et les systèmes de chauffage, les climatisations, comme l'a dit Gwenaëlle, sont divers et variés. Je pense que majoritairement, vous êtes avec des radiateurs, que ce soit convecteur, enfin, que ce soit électrique ou l'eau chaude. Mais vraiment, pour savoir si on est climatisé, vous devez juste avoir, bon là, je prends une télécommande, mais vous devez juste pouvoir mettre sur votre télécommande 24 degrés. Et là, vous savez que vous allez refroidir votre local. Et pour la VMC Simple Flux, c'est comme chez vous. Vous avez des VMC, je suppose, dans vos cuisines ou dans vos sanitaires. C'est exactement pareil. Et pour tout ce qu'on appelle double flux, c'est vraiment des grosses espèces de boîtes en inox, comme on peut voir en bas, qui sont très souvent soit en toiture, qui sont positionnées plutôt en toiture, pour justement avoir une meilleure ventilation des locaux.
Ensuite, donc, on a parlé du fait évidemment de connaître vos factures hein, pour pouvoir renseigner ces consommations de manière annuelle. Il faut savoir qu'il est possible sur Opera d'avoir des remontées de données automatisées depuis les gestionnaires de réseau de distribution. Donc, c'est aujourd'hui possible auprès de l'électricité Enedis et du gaz GRDF. Et donc, on pourra vous faire une illustration. Il suffit de se rendre sur la fiche de votre entité fonctionnelle assujettie. Il y a un bouton compteur d'énergie et vous pouvez directement donc renseigner les compteurs d'énergie. Aujourd'hui, ça fonctionne. Hein. Donc sur Opera, les compteurs d'énergie peuvent être saisis. Et donc, ça veut dire que les années suivantes, vous n'aurez plus besoin de récupérer les factures. Opera reprendra automatiquement les données qui proviennent de vos fournisseurs d'énergie. Mais bon, ça fonctionne évidemment lorsque la quantité d'énergie de votre compteur elle correspond à une entité. Si vous avez un compteur d'énergie qui va éventuellement desservir plusieurs entités, bon, bah là, il est nécessaire, comme on le fait là pour les années de référence, de faire des calculs, de répartir cette consommation sur différentes entités. On va en parler juste après. Donc, les consommations, effectivement, sont renseignées dans ce même tableau donc chaque année. Elles sont la plupart du temps renseignées dans la première colonne. Donc, qu'on appelle les consommations individuelles de l'entité fonctionnelle. Donc, en fait, je renseigne simplement mon compteur lorsque il correspond à mon entité fonctionnelle. Donc, j'ai un établissement composé de un ou plusieurs bâtiments, une seule entité. Je fais une seule déclaration annuelle sur cet établissement-là. Et j'ai donc une arrivée électrique, une arrivée gaz, par exemple. Et donc, du coup, je renseigne directement dans cette première colonne les consommations. Que je renseigne donc en kilowattheure, hein, comme c'est bien précisé sur les unités sur la gauche. Alors, ça peut arriver dans d'autres cas qu'il y a des consommations, donc c'est là ensuite la deuxième colonne, des consommations réparties qui vont bénéficier à mon établissement. Si par exemple, j'ai choisi de faire deux entités séparées parce qu'il y a une école primaire et un collège, et donc j'ai deux sirettes, deux OGEC différents, donc une entité collège, une entité primaire, ces deux entités séparées sont alimentées par un seul compteur. Donc, si elles sont alimentées par un seul compteur, je vais devoir répartir la consommation pour dire qu'il y a une partie de cette consommation qui va à l'école primaire, une autre partie qui va au collège. Et donc, c'est dans cette deuxième colonne qu'on est censé, en principe, sans saisir ces consommations, des consommations réparties. Les consommations d'énergie liées aux équipements dont l'exploitation est gérée par le propriétaire ou le syndicat et dont un local bénéficie. Et ensuite, la troisième colonne, c'est lorsqu'il y a des copropriétés et des espaces communs. Alors là, on va être sur des situations beaucoup plus rares, mais bon, si jamais, pour certains d'entre vous, vous avez certains établissements qui font partie d'une copropriété, vous pouvez les saisir ici. Donc là, en fait, en principe, ce sont les syndicats de copropriété qui vont donner vos consommations, qui est souvent répartie au tantième à ce stade. Et donc, l'outil fait la conversion en ce qu'on appelle PCI. Donc, cette conversion fait changer la consommation de gaz. Hein. C'est le pouvoir calorifique inférieur. Et puis, l'outil, comme j'en l'évoquais, lorsque vous êtes connecté automatiquement au réseau Enedis, elle vous permet de récupérer automatiquement les données de consommation d'Enedis. Et donc, elles s'affichent sur la droite. Et donc, elles peuvent être modifiées, comme je disais, parce que dans certains cas, ce qu'on récupère d'Enedis ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut en faire en termes de reporting. Donc, dans ce cas-là, vous les voyez sur la droite et vous pouvez ensuite adapter éventuellement ces informations si vous avez besoin, par exemple, d'exclure certains établissements, certains locaux. Ensuite, dans la phase de déclaration annuelle, donc on doit renseigner les stations météo. Donc, comme on disait, en principe, la station ne change pas, mais vous pouvez éventuellement parfois vous rapprocher si jamais ils ont sélectionné pour vous une station météo qui semble incohérente. Et puis, il faut éventuellement, par la suite, alors là, ce n'est pas forcément une obligation aujourd'hui, mais lorsque certains établissements vont commencer à en mettre en place du sous-comptage, ce sous-comptage va améliorer la façon dont les consommations sont analysées. Forcément, ils vont pouvoir, par exemple, se rendre compte si le chauffage est une part importante dans les consommations et du coup qui nécessiterait éventuellement une amélioration des efforts d'économie d'énergie spécifiques. Dans ce système
de sous-comptage pour le chauffage. Donc, il est possible d'indiquer juste la consommation de chauffage ou juste la consommation de refroidissement. Donc ça, c'est si vous avez à disposition du sous-comptage ou éventuellement aussi si votre gaz ne sert que au chauffage, hein, s'il ne sert pas à d'autres fonctions. Dans certains cas, le gaz peut aussi servir à faire l'eau chaude, évidemment. Alors, il y a des questions assez fréquentes sur le renseignement des consommations. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une collecte automatisée des données de consommation sur Opérate? Comme on l'a évoqué, donc il y a cette fonctionnalité qui existe, qui est opérationnelle depuis les gestionnaires du réseau de distribution, donc en particulier Enedis. Et il y aura aussi par la suite d'autres passerelles qui seront mises en œuvre par les différents opérateurs qui fournissent l'énergie. Donc les propositions sont transmises dans ce sens par la FNOGEC, évidemment, et puis ça permettra d'avoir des suivis plus fins des consommations. Comment faut-il faire donc lorsqu'il y a des consommations que j'ai récupérées, mais qui ne sont pas sous-cotées pour chaque entité fonctionnelle? Ou aussi lorsque j'ai des consommations que j'ai de mon compteur, mais que je sais que dans mon établissement, j'ai certaines zones qui ne sont pas assujetties. Si par exemple dans mon établissement scolaire, il y a des parties de logement qui ne sont pas assujetties mais qui sont chauffées, ou si j'ai une chapelle qui n'est pas assujettie mais qu'elle est chauffée, comment je fais pour enlever cette part-là de mon calcul de consommation? Alors là, le ministère, à travers cette fameuse foire aux questions, donne une réponse qui est pas encore parfaitement satisfaisante. Ils indiquent qu'il faudrait idéalement faire des campagnes de mesure, chose qui n'est pas forcément facile à faire. Donc nous, aujourd'hui, la recommandation, c'est de répartir cette consommation au tantième de surface, c'est-à-dire que si vous avez un établissement de 2000 m² et que vous voulez enlever 500 m² de logement, parce que voilà, ces logements sont assujettis, bah, vous faites un ratio 15/20e, hein, tout simplement, faites un prorata de votre consommation. Et bah voilà, simplement sur un petit document type Excel, ce sera votre justificatif. Voilà, vous avez dit, voilà, j'ai enlevé une partie qui concerne le logement. C'est aujourd'hui la manière la plus simple et la plus évidente qui permettrait d'exclure ces informations. Ce que je souhaite faire l'ADEME, c'est évidemment de mettre en place par la suite du sous-comptage. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est toléré. Il est possible que dans les années à venir, on demande vraiment plus spécifiquement de mettre en place des sous-comptages. Le but vraiment du décret éco-énergie tertiaire, donc c'est pas à l'instant T, c'est pas pour demain, c'est vraiment sur les années à venir, c'est vraiment mettre en place du sous-comptage pour pouvoir bien identifier vos consommations par poste, chauffage, éclairage, etc. Car le but en fait, c'est si on connaît ces consommations et qu'on voit tout simplement, on aura forcément un impact sur une diminution puisque on peut voir ce qui est tangible. Par exemple, vous verrez que vous avez de l'éclairage peut-être qui consomme la nuit ou le samedi parce que vous verrez que sur votre sous-comptage, le week-end, ça a consommé. Du coup, vous aurez une action à une constatation. C'est pour ça, en fait, que le décret pousse tout simplement à faire du sous-comptage. Parfait. Alors, des questions aussi sont souvent posées sur comment retrouver un petit peu ces déclarations, comment retrouver tout ce qui a été saisi sur Opérate. Donc, quand vous allez dans les menus en haut qui sont consommation et ensuite dans recherche de déclaration de consommation, vous avez au début une page vide, mais vous pouvez filtrer et en bas, il faut cliquer sur appliquer. Donc, en fait, ça permet de tout rechercher sans filtre. Et donc, c'est là que vous voyez, par exemple, la liste des déclarations que vous avez faites. Et donc là, par exemple, sur cet établissement, ont été faites les déclarations maternelles, enfin deux déclarations maternelles 2021, maternelle 2020, et ensuite année de référence maternelle, puis primaire 2021 et 2020. On voit ensuite donc le statut des déclarations. On peut les valider. Donc c'est à partir du moment où elles sont validées qu'on considère qu'elles sont finies. Si jamais on a fait une bêtise ou un doute, on peut les dévalider, on peut les revalider. Et on peut donc là, elles sont dans ce cas précis indiquées comme étant prêtes à valider, ou bien lorsqu'il reste des informations à indiquer, elles sont marquées à compléter. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait en fait remplir vos années 2020 et 2021 et laisser prête à valider pour ensuite remplir l'année de référence plus tard en 2023.
Du coup, aujourd'hui, donc pour vous donner une illustration sur le fonctionnement de l'outil, vous trouvez donc toutes les déclarations qui sont faites dans le menu consommation, recherche de déclaration de consommation, comme nous venons de l'indiquer. Donc ici, il suffit de cliquer directement sur le bouton appliquer pour voir toutes les déclarations qui ont été faites. Et donc, on retrouve les déclarations de chaque année. Donc, par exemple, si on veut, on peut réintervenir sur la déclaration 2021. Sur cette déclaration 2021, on voit donc qu'il y a eu une catégorie d'activité ici qui s'appelle enseignement primaire et à l'intérieur, une sous-catégorie salle d'enseignement maternelle et la surface associée. On peut donc, c'est par ici qu'on peut ajouter des éventuelles catégories d'activités et donc on retrouve la liste qui vous a été présentée. Donc par exemple, la partie enseignement primaire et donc par exemple voilà un espace administration et bureau. Donc on renseigne la catégorie, la sous-catégorie, la surface. On peut renseigner éventuellement début et fin d'activité, donc ça ne sert exclusivement si vraiment il y a eu un changement d'usage spécifique et que, par exemple, des travaux ont été faits et consistaient à rénover des salles de classe et que ces salles de classe n'ont été ouvertes qu'au 1er septembre, on mène un début d'activité au 1er septembre, par exemple. Donc il est d'usage évidemment de mettre que c'est uniquement du chauffage. Voilà pour l'exemple. Je n'ai pas l'enregistré spécifiquement. Et puis, donc ensuite, les consommations sont renseignées ici. Et donc, évidemment, comme on l'indiquait, dans la plupart des cas, on renseigne les consommations sur la première colonne lorsque on a un compteur qui concerne directement l'entité que l'on souhaite déclarer en termes de consommation. Alors, on a une petite fonctionnalité ici qui permet qui affiche l'historique. Donc, l'ADEME mémorise les éléments d'historique lorsqu'il y a éventuellement eu des modifications. Et en bas, aujourd'hui, donc l'affichage n'est pas encore extrêmement riche, mais il affiche quand même un calcul tout simplement de ces consommations ramenées par mètre carré. Donc, on est sur une année complète, évidemment, et donc ça ramène par mètre carré les consommations. Donc, ça donne une indication générale de positionnement de son entité fonctionnelle par rapport au seuil des critères tertiaires, notamment les seuils valeurs absolues. Donc voilà une première indication qui s'affiche, mais il n'y a pas encore d'affichage parfaitement synthétique qui permettrait de comparer facilement d'une année à l'autre. Et puis donc, on peut ici mettre éventuellement des ajustements lorsque le chauffage et le refroidissement, donc le chauffage notamment est sous-compté. On peut renseigner ici la consommation de chauffage. Alors si vous n'avez pas de distinction entre le chauffage ou le froid, pas d'inquiétude, vous aurez quand même l'ajustement climatique. Ce n'est pas parce que vous mettez non ou oui sur en fait les ajustements climatiques que vous ne les allez pas les avoir. Il y a d'autres formules de calcul qui sont intégrées en fait dans la plateforme qui permettent par un autre moyen de le comptabiliser. C'est juste que cette méthode-là, forcément, quand on connaît ses consommations de chaud ou de froid, est beaucoup plus précise. Et ensuite, donc le dernier élément qui peut être saisi, c'est donc, comme on l'indiquait, l'intensité d'usage qui correspond éventuellement donc aux durées durant lesquelles le fonctionnement de l'établissement a été plus élevé que la normale. Donc, comme on le disait, si l'établissement est utilisé hors période scolaire, pendant le week-end ou pendant les vacances scolaires, il est possible de mettre donc une valeur en heures par an. Donc voilà, il suffit éventuellement de calculer si il a été ouvert 10 jours par an, vous mettez des heures qui correspondent à ce fonctionnement, en moyenne 10 heures par jour, par exemple. Donc vous pouvez mettre par exemple 100 heures de fonctionnement supplémentaire, évidemment qui sont censés correspondre aux périodes pendant lesquelles vous avez utilisé plus de chauffage, vous avez fait fonctionner l'établissement en l'occurrence. Alors il propose donc de faire cette distinction justement en période de chauffe et hors période de chauffe pour pouvoir moduler les objectifs en fonction de cette surutilisation de l'établissement scolaire. Et donc voilà pour la présentation sur la partie démonstration.
Pour information, vous aurez la possibilité donc sur EasyBati, sur EasyDoor d'archiver, de disposer de vos données de consommation et de pouvoir donc bien les capitaliser. Il va être aussi particulièrement utile. Il n'y aura pas de contrôle systématique, hein, comme sur les impôts ou la fiscalité en général. Des contrôles aléatoires pourront avoir lieu. Donc, la simple chose à prévoir, c'est de pouvoir mettre de côté les informations pour être capable de les justifier si, par hasard, certains d'entre vous ont un jour un contrôle dans les 20 ans, 30 ans à venir. Sachant que selon l'IFPEB, à partir de 2024, hein, pas pour l'année de 2023, parce que l'année de 2023 est une année test, plus à partir de 2024, vous allez modifier en fait les données que vous avez déjà validées en fait dans la plateforme, plus vous allez remonter en tête de liste pour pouvoir être audité. Mais bien sûr, si vous avez tout bien rempli, vous avez tous les documents justificatifs, il n'y a pas de souci, tout se passera bien. Ce sera surtout utile en termes de retour pour l'ADEME, hein. Ils ne vont pas forcément au départ utiliser ces contrôles à titre de punitif, mais aussi pour voilà, capitaliser aussi les retours d'expérience et les difficultés rencontrées par certains établissements. Donc, nous avons fini pour la présentation et donc nous allons pouvoir vous proposer maintenant de poser vos questions, soit directement sur le fil de conversation de la réunion. On pourra déjà commencer à y répondre par oral. Et puis, s'il y a certaines personnes qui souhaitent directement poser leurs questions oralement, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton pour lever la main. Et voilà, comme ça, on pourra éventuellement dialoguer plus facilement. Donc on va commencer peut-être à parcourir les Il y a questions. déjà des questions auxquelles on a répondu, mais qui demandent plus de précision. La première question, c'est vous rentrez d'abord vos dernières consommations. Pardon, ça c'est ma réponse. Saisie automatique des consommations pour toutes les années de 2010 à 2019. En fait, la question est plus sur Opérate quand tu lis ton compteur GRDF ou Enedis, et il remplit quelle année sur Opérate? Il ne remplit, alors sur Opérate, on ne choisit pas l'année. Donc, quand on est sur les entités fonctionnelles assujetties, on peut raccorder donc le compteur pour que Enedis fasse les remontées d'informations. Donc, on les trouve par exemple ici. Dans la fiche de l'entité fonctionnelle assujettie, il y a donc un menu sur la gauche qui s'appelle compteur d'énergie. Et donc là, on renseigne les éléments le point de livraison. On peut ajouter donc des compteurs, mais on ne choisit pas l'année de remontée de données. Donc en fait, Enedis fait un peu ce qu'il peut par rapport à cette situation. En général, ce qu'on observe, c'est qu'ils font les remontées des années 2020-2021. Par contre, ils ne sont pas capables de faire les remontées de données des années antérieures, puisque le principe de l'année de référence, c'est que c'est vous qui allez choisir cette année de référence. Et donc, Enedis ne va pas pouvoir la récupérer pour vous. Donc, sur la partie année de référence, ça peut être possible de demander à part dans le cadre d'un formulaire dont la méthode est marquée auprès de Sophie. Je crois que la méthodologie pour récupérer les données de consommation directement auprès d'Enedis a été mise. Ouais. Vous l'avez, justement, je suis en train de répondre sur les outils Isidore, donc du coup, je vais en profiter. Isidore, en fait, c'est la plateforme numérique de la FNOGEC sur laquelle vous trouvez un certain nombre d'outils d'aide à la gestion. Vous avez EasyGestion, EasyBati, EasyRH, etc. Donc, sur tous les domaines d'activité des OGEC. Et donc, vous avez après, indépendamment de ces outils, vous avez deux autres choses, deux fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Là, ce qui est proposé, c'est l'archivage des données. Donc, vous avez un coffre-fort avec toutes les données de l'établissement que vous pouvez archiver sur les différents domaines d'activité de l'OGEC. Donc là, on a ouvert en fait le coffre-fort destiné à la gestion du bâti scolaire, donc qui est donc le coffre-fort EasyBati. Tout le monde n'a pas accès. En fait, après, ça va dépendre des droits d'accès de chacun. Le référent immobilier va avoir accès, par exemple, au coffre-fort EasyBati, mais n'aura pas accès à EasyGestion, aux feuilles de paye ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des droits réservés. Et d'autre part, il y a une base documentaire auquel vous pouvez avoir accès. Donc en fait, toute la base documentaire, on va vous mettre des fiches pratiques et des outils. Et donc, dans cette base documentaire, vous pouvez trouver dans la rubrique énergie
l'étape 2 en fait des déclarations opérates qui est relatif aux consommations. Et là, vous retrouverez en fait les deux fichiers, celui d'Enedis et celui de GRDF pour demander vos consommations. Et donc, vous envoyez ces fichiers et vous redonne les consommations annuelles de 2010 à 2019 par exemple, j'ai demandé, moi, Enedis, c'est un tableur Excel que vous recevez relativement rapidement, quasiment dans la demi-journée, avec l'ensemble de vos consommations. Et je vais vous mettre le lien dans le fil de la conversation pour trouver ces fichiers de l'étape 2. Ça, effectivement, comme expliqué Sophie, c'est la méthode classique pour récupérer l'année de référence et pour récupérer vraiment un fichier avec ses consommations issues d'Enedis et de GRDF. Donc, année de référence, enfin, des années avec parfois voilà, une certaine antériorité, les années 2020 et 2021. Et puis après, la fonctionnalité sur Opera, on va dire que ça peut commencer à servir pour les années 2020-2021, mais ça servira plus pour la suite. Donc, on recommande éventuellement de faire les deux, enfin, en tout cas, en premier lieu, de faire la demande manuelle à Enedis à l'aide d'un formulaire. Comme ça, vous avez, pour certains établissements, vous gagnerez un peu de temps plutôt que d'essayer, si vous avez notamment des difficultés à retrouver vos factures historiques. Et une fois que vous avez vos consommations entre 2010 et 2019, vous pouvez vous servir de l'outil pour identifier tout simplement votre année de référence. Et ensuite, ça vous permettra de remplir la partie année de référence sur Opérate. Ensuite, il y avait une autre question auquel j'ai répondu, mais on va peut-être repasser dessus. C'était est-ce qu'on pouvait valider et dévalider à tout moment la saisie sur Opérate et est-ce que ceci sera toujours actif, la dévalidation, après le 31/12/2022? Donc, moi, j'ai répondu que oui, bien sûr, que c'était... A priori, oui. Après, Oui. on ne sait pas non Tout plus. à fait possible. Après, je ne vais pas m'engager sur oui, c'est sûr à 100%, que vous pourrez modifier après le 31/12, mais normalement, oui, pour moi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et même dans la déclaration de l'IFPEB ou de la DHUP qui régissent en fait la réglementation sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de discours en ce sens, puisque même leur discours, c'est plus je modifie, plus je peux avoir un audit. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Ensuite, une autre question, c'est un établissement scolaire était supposé être fermé toutes les vacances scolaires et dans notre cas, ils sont ouverts pour l'entretien durant ces vacances. Oui, donc du coup, vous pouvez, s'ils sont effectivement ouverts et vraiment utilisés, hein, parce qu'évidemment, il y a une petite différence entre juste laisser un établissement ouvert et l'entretenir, je dirais, pour allumer ponctuellement l'éclairage, voilà, pour nettoyer, faire l'entretien courant. Donc là, normalement, pendant ces périodes de vacances, ils consomment très peu. Donc on peut considérer qu'on n'est pas forcément sur une intensité d'usage plus que la normale. Par contre, effectivement, s'il reste vraiment ouvert et que une majorité des salles de classe sont utilisées pour d'autres activités, du soutien, des activités extrascolaires qui sont réalisées dans l'établissement, etc. Là, vous pouvez par contre effectivement indiquer qu'il y a une intensité d'usage qui va dépasser les talons. Donc si c'est pour de l'entretien qui n'occasionne pas spécialement de surconsommation, vous n'êtes pas forcément obligé de saisir une intensité d'usage plus que la normale, parce que c'est pas censé impacter la consommation globale du bâtiment. Sauf forcément, voilà, si vous laissez chauffer l'établissement pendant toutes les vacances scolaires, bon, ben, il faut que ce soit pour une bonne raison. Pour savoir les intensités d'usage, en fait, pour les établissements scolaires, c'est précisé en fait dans l'arrêté valeur absolue. Et à titre d'exemple, voilà, au niveau de l'intensité d'usage temporelle, c'est 1900 heures, 4 jours par semaine à hauteur de 10 heures par jour. Donc voilà, donc ça, vous l'avez, et c'est 190 jours sur 38 semaines. Donc en fait, vous avez le détail hein, à chaque fois sur chaque dans l'arrêté en fait valeur absolue, vous avez le détail de l'indicateur d'usage utilisé en fait pour le scolaire. Ouais. Donc le scolaire, c'est 1900 heures. Après, ils vous mettent le calcul détaillé, 4 jours fois 10 heures par jour, fois 0,5, plus une demi-journée. Ils considèrent que vous êtes ouvert aussi une demi-journée par semaine comme avant le mercredi, fois 38 semaines, etc. Plus 1 heure de mise en température. Enfin voilà, vous avez tout le détail qui justifie qu'en fait, l'établissement est valorisé pour 1900 heures d'ouverture par an. Donc après, à vous de voir si vous vous rapprochez de ce temps horaire d'ouverture ou pas du tout, ou si effectivement vous avez une semaine, 15 jours de plus à rajouter en fonction de l'activité que vous réalisez dans votre établissement.
L'arrêté valeur absolue, vous le retrouvez de nouveau dans la base documentaire sur les fiches pratiques qu'on vous a mis, et notamment, je pense, sur celui sur l'étape 2 relatif aux consommations, quand on vous parle des consommations en valeur absolue et des objectifs en valeur absolue. Voilà. Et tout à fait, d'ailleurs, ça sera aussi également essayer d'être synthétisé dans l'outil année de référence qui aura également la méthode absolue, où vous pourrez retrouver en fait tous les indicateurs qui définissent chaque catégorie. Ensuite, il y a une autre question qui est un peu en rapport, enfin la réponse est un peu en rapport. Pour les établissements ayant ouvert en septembre 2021, que conseillez-vous pour la déclaration 2020 et année de référence? Doit-on mettre à zéro la surface et les consommations? Donc, pour l'année de référence, comme on disait au tout début, il y a les deux méthodes. Il y a la méthode relative qui sont basées sur vos consos entre 2010 et 2019 et la méthode absolue. Dans ce cas-ci, la méthode absolue sera potentiellement, je dis bien, votre seul choix. Après, le décret dit qu'on peut refaire une année de référence sur la première année d'exploitation. Donc potentiellement, ça peut être 2022. Et là, du coup, ça va recalculer et il comparera en fait l'année de référence de la première année d'exploitation versus la méthode absolue. Je prends le cas si votre établissement qui est ouvert en septembre 2021 est un établissement neuf, ce sera la méthode absolue, c'est sûr, qui sera la plus favorable pour vous. Si votre établissement est ouvert en septembre 2021, mais qui est basé sur un vieux bâti avec peu d'isolation, etc., là, potentiellement, votre première année d'exploitation 2022, par exemple, sera la meilleure méthode pour respecter ces seuils-là. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Et ensuite, pour la saisie sur Opérate, il n'y a pas besoin de saisir de toute manière les consommations qu'on n'a pas. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est l'objet d'une question, la question dans les FAQ, la question AN6. Donc, effectivement, c'est indiqué, donc effectivement, les bâtiments neufs, ils pourront, comme l'a dit Alexandra, saisir une année de référence différente, donc éventuellement 2021. De toute façon, on ne peut pas inventer des consommations. Vous n'avez pas du tout besoin de saisir des consommations virtuelles, hein. Vous partez uniquement de la date de début d'existence du bâtiment, la date de mise en exploitation du bâtiment, tout simplement. Et puis, en principe, les typologies de bâtiments neufs, de par la réglementation thermique, voilà, s'ils sont tout récents, CRT 2012, ils seront, voilà, il y a des fortes chances qu'ils soient déjà conformes aux valeurs absolues du décret tertiaire, donc du coup, qu'il n'y ait pas d'action spécifique à mener, si ce n'est évidemment les dérives. s'en occuper de manière raisonnable et de ne pas laisser le chauffage. Voilà. De toute façon, si c'est un bâtiment ancien, il y a de fortes chances que ça soit un ancien bâtiment scolaire, donc soit affecté je sais pas, à un autre groupe scolaire. Enfin, c'est une réorganisation interne. Soit ça arrive parfois, on récupère l'école publique pour faire de l'enseignement privé. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Dans ce cas-là, en fait, vous allez pouvoir, si c'était un bâtiment scolaire avant, vous allez pouvoir récupérer les consommations, soit auprès du gestionnaire, soit auprès du propriétaire, des années 2010 à 2019. Et à partir du moment où vous justifierez qu'effectivement, c'était la même activité qui était réalisée, même si c'est une autre entité juridique qui gérait ce bâtiment, vous pourrez prendre comme référence les consommations de cette ancienne, enfin de la structure anciennement gestionnaire de ce bâtiment, si effectivement on était sur la même nature d'activité. Ce qui est souvent le cas dans nos bâtiments scolaires, en fait. Quand c'est de l'ancien, on refait du scolaire dedans. Donc voilà. Et si par exemple c'était un bâtiment scolaire avant, vous êtes c'est très important, la même nature d'activité, mais vous estimez que les consommations qu'on vous a données, elles sont très basses, vous pourrez quand même toujours utiliser la première année d'exploitation pour recalculer votre année de référence derrière, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à demander la parole pour ceux qui le veulent, qu'on a un format qui le permet. C'est parfois plus simple que d'essayer d'exprimer sa demande à l'écrit dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas à lever la main si besoin. Non, donc sinon, à savoir... Ah, il y en a une qui est tombée. Non.
À savoir de toute façon que, alors logiquement, la présentation est enregistrée. On a eu un Oui, couac sur celle de la c'est semaine bien fait. dernière, on est désolé, mais celle-ci a l'air d'être enregistrée. Je vois que l'enregistrement avait bien démarré. Donc, elle sera disponible logiquement dans le fil de la discussion juste après la clôture en fait de cette réunion. Ensuite, si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter à nous les remonter, soit directement chez moi et je redispatche vers Géone, soit voilà, si c'est un peu spécifique, voilà. Il y avait une mesure d'accompagnement, mais qui va se terminer avec la plateforme téléphonique. Donc, vous pouvez encore en bénéficier jusqu'à la fin décembre. On vous avez transmis les coordonnées. Donc voilà, mais voilà, vous avez plusieurs canaux pour essayer d'avoir des explications et mieux comprendre le dispositif si vous avez encore des questions en suspens pour vos déclarations. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse 1 minute pour vous manifester. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore carrément même la web série, vu on finit le dernier bonus aujourd'hui. Vous aurez deux nouvelles vidéos qui seront mises à disposition, je pense, courant semaine prochaine, par contre, qui étaient liées à la première version de capsule vidéo qui vous avait été mise à disposition. Là, c'est plutôt sur et après Opéra, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'était plutôt sur. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu plus tardé pour les transmettre, donc sur tout ce qui est plan d'action, etc. Donc ça sera mis avant les vacances de Noël à votre disposition. Et comme précédemment, ça sera mis à disposition sur la base documentaire Isidore. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour découvrir ces outils, sachant que c'est le moyen de communication maintenant privilégié de la FNOGEC pour vous donner toute la base d'informations nécessaires à la bonne gestion de votre établissement scolaire. Voilà, donc je remercie grandement Gwenaël et Alexandra qui nous ont accompagnés pendant toute cette série, voilà, et qui sont très disponibles pour nous. Donc voilà, je remercie tout le monde et merci à vous d'avoir participé à ces différents épisodes sur le tertiaire et Opérate. Très bonne journée à tous et Merci à surtout tous. belle fête de fin d'année parce que ça approche. Voilà. Merci, très bonne fête. Merci à tous. Au revoir, merci.